Vous écoutez le Libre Journal Enjeux Sécurité dirigé par Xavier Hofer, assisté de Déborah, diffusé en direct sur Radio Courtoisie samedi 17 juin 2023 de 18h à 19h30 et réalisé par Jocelyn. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Vous écoutez donc Enjeux Sécurité, émission mensuelle consacrée à tous les aspects de la sécurité intérieure et extérieure, conçue à partir de deux disciplines majeures, la géopolitique et la criminologie. Une émission animée par Xavier Hofer et la jeune classe, aujourd'hui représentée par Déborah. D'abord, ceci qui est important, pour éviter aux gens d'écouter l'émission en prenant frénétiquement des notes, nous avons prévu de faire, et nous avons déjà fait, et nous continuerons à faire des fiches cuisine sur les aspects chiffrés de la sécurité, etc. Donc pour recevoir les fiches cuisine de l'émission Enjeux Sécurité, vous envoyez vos noms, vos prénoms et adresse courriel à courtoisie@radiocourtoisie en un seul mot.fr ou vous appelez le 01 46 51 00 85 et vous laissez vos coordonnées au standard. Les coordonnées, c'est-à-dire votre nom, votre prénom et votre adresse courriel ou adresse mail, comme on dit en franglais. Donc, l'émission d'aujourd'hui est consacrée à recevoir d'abord un grand témoin. Ce grand témoin, on va y passer tout de suite, qui est Pierre-Marie Sève, délégué général de l'Institut pour la Justice. L'Institut pour la Justice est une importante association civique de réforme de la justice. Ceux qu'ils défendent, leurs actions, comment y adhérer, comment recevoir leurs informations, etc. Et puis, nous aborderons avec Déborah, bien entendu, qui fera valoir le point de vue de la jeune classe, ce que pensent les étudiants, ce que pensent les jeunes Français de la situation de la sécurité en France sur tel ou tel point. Et puis, il paraît même qu'elle a quelques expériences personnelles à faire valoir en la matière, après un cambriolage. Donc, la criminalité en France, nous parlerons dans le registre de la criminalisation des agressions à l'arme blanche, parce qu'il a beaucoup été question de ça ces jours-ci, après, comme dirait France Info, les incidents d'Annecy. Les agressions à l'arme blanche, combien, où, pourquoi? Deuxièmement, nous nous livrerons à une critique, ce qu'on appelle les médias asservis, c'est-à-dire leur rôle consiste-t-il à informer leur clientèle, leurs auditeurs, leurs lecteurs, ou à édulcorer, c'est-à-dire de sans cesse utiliser des termes visant à minimiser la situation de l'insécurité en France. Et vous verrez, il y a beaucoup d'exemples, certains même quasiment comiques, mais en tout cas inquiétants sur la qualité de l'information diffusée en France. On parlera aussi naturellement, nous reviendrons sur le problème des cambriolages et sur les gros mensonges du ministère de l'Intérieur. Et enfin, à l'international, parce que nous ne vivons pas sous cloche, nous sommes dans un monde où il est plus facile maintenant de circuler, de faire le tour du monde pratiquement en 24 heures que naguère, des États-Unis. C'est-à-dire les progressistes, Libération, tout ça, nous trace de l'Amérique un portrait idyllique dirigé par un génie juvénile qui est M. Biden. Eh bien, pas du tout. Cette Amérique-là, elle est assez fictive. Que ce qu'on en dit de bien est vrai, mais uniquement pour une petite caste de millionnaires et de milliardaires. Et avec les chiffres sur la drogue, sur les suicides, sur tout ce qui se passe en matière d'insécurité aux États-Unis, vous allez voir que la situation y est tout sauf drôle. Alors, d'abord, je vous rappelle les dates des prochaines émissions d'Enjeux Sécurité. Ce sont les dates définitives. Au début, il y a eu un petit patouillage parce que je m'étais trompé. Je n'ai jamais été très bon en calcul, il faut le dire, il faut l'avouer, entre le dernier samedi du mois et le 4e samedi de chaque mois. Donc, Radio Courtoisie avait raison et j'avais tort. Ceci est une autocritique pleine et entière. Ce qui fait qu'après avoir rétro-pédalé, nous avons conçu, et cette fois-ci pour de bon, un nouveau calendrier qui fait que la prochaine émission, donc nous sommes aujourd'hui le 17 juin, la prochaine aura lieu le 15 juillet, après ça ce sera le 12 août, après ça le 9 septembre, le 7 octobre, le 4 novembre, et
si vous avez été sages, comme vous êtes des auditeurs merveilleux et toujours plus nombreux, en décembre, vous aurez 2 émissions pour le prix d'une seule, une émission le 2 décembre et une émission le 30 décembre, pour bien fêter la fin de l'année. Alors, je ne vous garantis pas que celle du 30 décembre sera en direct, mais enfin, elle sera bel et bien assurée. Voilà donc l'avenir d'Enjeux Sécurité. Et voilà donc le début de cette émission. Nous commençons donc par recevoir le délégué général de l'Institut pour la justice. Alors, c'est important la justice. La France est un État de droit. Ça signifie que les décisions, contrairement à ce qu'il pourrait par exemple se passer en Corée du Nord, ne sont pas prises par forme de caprice d'un des héritiers de la famille Kim, mais il y a en tout cas nominalement des lois, et les lois en question, elles sont connues. Le rapport des citoyens avec ces lois, notamment celles qui les concernent directement, sont prévisibles. C'est-à-dire que si un citoyen demande 100 fois la même chose à l'administration, il doit obtenir 100 fois la même réponse, et pas Amstramgram, voilà, quelque chose d'un peu aléatoire. Et régulièrement dans le temps, ces lois sont révisées et elles sont votées par les pouvoirs constitués, c'est-à-dire par l'Assemblée nationale et par le Sénat. Donc un État de droit, c'est tout ça. Et naturellement, c'est la clé de voûte de la société. À partir du moment où un État voit sa justice partir en quenouille, et hélas, à l'heure actuelle, sous M. Dupond-Moretti, qui semble être sensiblement plus doué pour faire des bras d'honneur que pour diriger un ministère, eh bien, on ne peut pas en dire autant. Donc, le rôle de l'Institut pour la justice est d'autant plus important de ce fait qu'il y a des dérapages, des insuffisances, des désordres budgétaires, etc., etc. Et donc, il revient à l'Institut pour la justice de jouer le rôle, vous savez, Pinocchio, Jiminy Cricket, le petit insecte qui lui dit non, 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 il ne faut pas faire ci, qu'il rappelle à la morale, qu'il rappelle à son devoir, etc. Eh bien, dans le champ vaste de ceux qui, en France, sont les héros de l'état de droit et de la justice, c'est-à-dire la droite dans tout son ensemble, l'Institut pour la justice est une sorte de Jiminy Cricket d'ensemble. Alors, Pierre-Marie Sève est avec nous. Bonjour Pierre-Marie. Bonjour Xavier, bonjour à tous les auditeurs. Eh bien, ce qu'il faudrait pour commencer, c'est que vous nous disiez un petit peu d'où ça vient, qui a eu l'idée de ça. Alors, je vous connais depuis le début, parce que oui, j'ai toujours coopéré avec vous d'une façon ou d'une autre, échangé, reçu les dirigeants de l'Institut pour la justice à mon bureau, bavardé avec eux, leur faire des suggestions, etc. Mais tout le monde ne vous connaît pas aussi bien que moi, donc commencez à nous dire qui a eu l'idée de faire ça, et comment ça s'est concrétisé, et depuis combien de temps vous le faites. Alors, tout a commencé, en tout cas pour l'Institut pour la justice, tout a commencé en 2007. Pour la petite histoire, ce sont 2 couples de la région de Rambouillet qui ont vu l'affaire Pierrot le Fou. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette affaire, les auditeurs, pour vous rafraîchir la mémoire. C'était un tueur en série, enfin un criminel assez important qui a violé et tué des femmes, des enfants, des policiers, enfin bref. Donc c'était une affaire qui s'est écoulée sur pratiquement une vingtaine d'années, et cet homme, Pierrot le Fou, ça s'est déroulé en Alsace, a été libéré plusieurs fois par la justice. Il se faisait notamment passer pour fou, c'est pour ça qu'on l'appelait Pierrot le Fou, et il s'évadait. Soit il s'évadait, soit il était libéré par la justice, et donc à chaque fois il avait pu commettre à nouveau des crimes, et tout s'est terminé au début des années 2000 avec une cavale sanglante. Suite à son évasion, il a pris en otage plusieurs personnes, et il a violé et tué une femme, une adolescente et une enfant de 10 ans, je crois, pour la plus jeune. Donc ça a été vraiment très très sanglant, et ça avait bien marqué la France à l'époque. Et puis ces 2 couples de la région de Rambouillet se disent, mais comment ça se fait que ce genre de choses-là, on a un fait divers qui arrive, qui choque tout le monde, mais dans quelques jours, ça va être oublié, dans quelques semaines, ça va être oublié, et la justice n'apprendra pas de ses erreurs. Comment s'assurer que la justice apprenne de ses erreurs ? Et c'est exactement ce dont vous parliez, Xavier, c'est ce Jiminy Cricket, c'est exactement ça, le but de l'Institut pour la justice, c'est que la justice soit responsable d'une manière ou d'une autre. Vous savez que, contrairement aux États-Unis, en France, les procureurs ne sont pas élus, donc les juges n'ont pas vraiment de responsabilité vis-à-vis du peuple français. Alors,
il se trouve qu'ils ont une responsabilité vis-à-vis de la gauche. Et c'est vrai, il y a un syndicat qui s'appelle le syndicat de la magistrature, qui est très puissant et qui a des idées très à gauche, qui a environ 30-35% des voix des magistrats aux élections professionnelles, et donc qui lui surveille que le ministre de la Justice fasse bien ce qu'ils veulent, que les juges fassent bien ce qu'ils veulent, etc., etc. Et donc ça va que dans un seul sens, dans ce sens du syndicat de la magistrature, c'est-à-dire d'extrême gauche, marxiste, ouvertement marxiste, c'est écrit dans leur bouquin, dans leur statut, enfin bref. Et par contre, quand on demande plus de fermeté, au point où on en est arrivé, demander plus de fermeté, c'est devenu uniquement du simple bon sens, que d'ailleurs tous les Français, pratiquement unanimement, 81% des Français trouvent que la justice est trop laxiste, tous les Français réclament plus de fermeté par la justice, mais il n'y a personne pour s'assurer que la justice soit plus ferme. Et donc on s'est dit, c'est peut-être au rôle des citoyens de faire ça, et donc on va créer une association qui travaille avec des victimes principalement, puisque les victimes sont à chaque fois le symbole et la face émergée de l'iceberg de tous les problèmes de la justice. C'est elles qui ont vécu dans leur chair, dans leur vie personnelle, qui ont perdu leur enfant, etc., qui ont été maltraitées derrière par la justice. Donc on va travailler avec des victimes et on va essayer de rassembler des citoyens derrière ce mot d'ordre qui est plus de protection, puisqu'en fait, on ne veut pas la fermeté pour la fermeté, on veut simplement que les gens soient mieux protégés. Et pour que les gens soient mieux protégés, il y a aussi ce principe souvent oublié qui est celui de dissuasion, qui fait que quand la justice ne dissuade plus, la criminalité augmente. Et on en a un exemple. C'est un principe évident, mais qui malheureusement n'est pas accepté, en tout cas n'est pas mis en œuvre. Et on a un exemple depuis 10 ans que toutes les statistiques de criminalité en France remontent. Et nous pensons que c'est lié à cette mansuétude de la justice. Donc voilà un petit peu comment on est né. Et puis, alors maintenant, si vous voulez que je développe un petit peu sur ce que nous faisons, alors nous sommes à la fois une association, puisque nous avons un côté militant, et à la fois un think tank, puisque nous avons aussi un côté un peu plus institutionnel. On travaille avec beaucoup d'experts reconnus, d'ailleurs pas du tout cantonnés à la droite. On a des experts de droite comme de gauche. En tout cas, on cherche à avoir le plus de neutralité possible, parce qu'on a un collectif de citoyens. On ne vise pas à faire passer des idées, on vise à atteindre la vérité de ce qui est bon pour les citoyens. Donc on essaie de faire ça avec un état d'esprit de neutralité le plus possible. Et donc, alors, on publie des études très régulièrement. Là encore, je peux vous l'annoncer, mais normalement, dans Valeurs Actuelles, cette semaine, il va y avoir une belle étude que nous allons publier avec eux et qui sera ensuite disponible sur notre site, évidemment. Nous avons publié récemment, au mois de janvier, dans le Figaro, une grande étude sur l'exécution des peines. L'étude sur Valeurs Actuelles, elle portera sur quoi ? Sur les rodéos urbains. Ah oui. Nous faisons un état des lieux. Et nous avons trouvé d'ailleurs des statistiques très intéressantes sur... alors je ne veux pas tout dévoiler. Non, bien sûr, mais donner envie. Voilà, je vais essayer de donner envie. Alors, on a trouvé des statistiques anglaises qui n'ont jamais été sorties en France, que nous avons été réclamées directement auprès du ministère de la Sécurité publique britannique, puisque les Anglais ont un ministère de la Sécurité, chose que nous devrions, à mon avis, importer en France. Et donc... Donc on a trouvé ces statistiques-là sur le fameux contact tactique. Donc ça, on les dévoile dans ce numéro de Valeurs Actuelles. C'est des statistiques qui poussent plutôt à utiliser un petit peu de fermeté face aux rodéos urbains, puisque la France est à peu près le seul pays en Europe, au monde, qui a en tout cas un phénomène aussi développé que celui des rodéos urbains. Donc on a les rodéos urbains là qui vont sortir cette semaine. On avait en janvier l'exécution des peines. Voilà, l'exécution des peines. Oui. On a découvert, et ça c'est aussi quelque chose qui était assez exclusif et que j'ai vu beaucoup repris par la suite. Cette étude a fait quand même pas mal de bruit dans notre petit milieu et on en est très heureux. J'ai vu beaucoup de policiers en parler publiquement, etc. Sur 41% des condamnés à de la prison ferme en France ne mettent jamais les pieds en prison. Ça, je peux vous le confirmer. Il se trouve que les criminologues, parfois, voient des méchants. Vous êtes dans le monde des gentils, Déborah aussi, bien entendu, mais moi, professionnellement, il m'arrive de voir des méchants. Et une fois, j'étais dans la rue, j'intervenais régulièrement à l'époque dans une émission de télévision. Alors les petits lascars des cités, ils sont à peu près illettrés, donc ils passent beaucoup de temps devant la télé pour savoir un peu ce qui se passe. Et non, je dis ça pas méchamment, mais parce que c'est un état de fait qu'ils soient pratiquement illettrés. Je dis pratiquement par souci de gentillesse.
Donc je le vois dans la rue, il me dit « Ah, c'est toi Roffer ?» Oui, je dis « Oui, bonjour. » Alors il me dit « Waouh, c'est bien l'émission que tu fais là, c'est sympa et tout. C'est vrai que tu as vu des mafieux ?» Je dis « Ah oui, j'ai été au Japon, j'ai vu des Yakuza, etc. » Là, il me dit « Dis, tu devrais voir mon frère, hein. On va aller voir mon frère parce que mon frère, oui, lui, c'est un vrai, hein, c'est un dur, il a attaqué des banques et des trucs comme ça. » Alors j'ai dit « Mais mon Dieu, mais quelle excellente idée, allons-y. » Et j'ai passé tout l'après-midi dans une cité du fin fond du 9-4, des cités qui s'appellent les Montagnards, je sais plus trop comment, Vitry-Ivry dans ce coin-là et tout. Enfin, il m'avait conduit, donc j'avais pas trop idée de l'endroit où j'avais mis les pieds, mais j'ai passé l'après-midi avec lui et donc là, je me suis rendu compte qu'en réalité, ils étaient assez loin, enfin ils vivaient dans des espèces de petits cénacles entre eux et ils n'avaient pas idée de la façon dont les choses se passaient dans le monde extérieur. C'est-à-dire que leur vérité à eux, c'était ce qu'ils savaient, ce qu'ils partageaient entre eux, ou alors ce qu'ils avaient vaguement vu et à moitié compris à la télé. Par exemple, j'étais obligé de me gendarmer avec eux pendant pratiquement une demi-heure pour leur expliquer que non, c'était pas le fait de vendre de la drogue qui était interdit en France, mais même le simple fait de la posséder. Alors ils me disaient, ouais, tu comprends, j'ai été au CAF là, donc une traduction en français au commissariat de police. Ils m'ont enquiquiné parce que j'ai dit, mais c'est pas pour vendre, et ils m'ont gardé quand même. J'ai dit non, parce que ah bon, mais t'es sûr? Oui, je suis sûr. Voilà. Donc ils sont dans un monde un petit peu comme ça, fermé, et des fois le fait d'avoir des contacts avec le monde extérieur, ne fût-ce avec des criminologues comme moi, ça permet d'abord de s'instruire, de savoir ce qu'ils sont, de savoir comment ils fonctionnent. Et on a deux mondes qui sont assez étrangers l'un à l'autre. Donc l'idée qu'ils se font de la justice et la manière dont la justice fonctionne, eux, ils voient ça en termes de dérangeant, pas dérangeant. Par exemple, la sinistre Madame Taubira, elle n'était pas dérangeante pour eux. Elle les laissait faire à peu près ce qu'ils veulent. Car pour elle, ces individus étaient d'innocentes victimes de l'exclusion et du racisme et rien de plus. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut effectivement sans arrêt revenir sur les phénomènes, dire oui mais ça c'est pas normal. Et donc une fois où j'étais avec les lascars en question au fin fond du 9-4, il y en a un qui me dit ouais les flics c'est des bouffons, une fois ils m'arrêtent et puis donc il comprenait pas pourquoi. Alors il commençait à pétocher un peu parce que c'était un peu plus sérieux que d'habitude. Il avait été amené au tribunal et là il est sorti les mains dans les poches, il lui est rien arrivé, il a à moitié compris ce qu'on lui avait raconté et tout, mais la seule chose qu'il a compris, c'est qu'on lui a fait des admonestations extrêmement sévères du style demain, une peine lourde, etc. Mais en attendant, il s'est retrouvé dehors les mains dans les poches. Et il dit, c'est des bouffons, il me faut venir, et pour ça, il me relâche. Il était lui-même totalement éberlué. Oui, il était totalement éberlué d'avoir été libéré. Donc, conclusion, c'est des bouffons, quoi. Ouais. Ils ne les prennent pas au sérieux. Ouais. Il y a un premier point, parce que le travail que vous faites, il est important. Par exemple, et à juste titre, les féministes ont réussi à faire valoir l'idée que l'expression crime passionnel était odieuse, que le fait d'éprouver de la passion pour quelqu'un justifiait pas qu'on puisse le tuer, quoi. Même pas d'abord de le battre, et encore moins, bien entendu, de le tuer. Donc l'expression journalistique des temps jadis, crime passionnel, a justement été rayée des cadres. Il y a une expression, moi, qui me fait frémir à chaque fois, parce que c'est un mélange dont j'arrive pas à penser qu'il soit totalement innocent entre des catégories n'ayant rien à voir l'une avec l'autre. Et vraiment, l'Institut pour la justice devrait faire quelque chose. C'est l'expression fait divers. C'est le mélange absolument toxique entre deux catégories de faits qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Des accidents. Vous êtes en train de faire de l'alpinisme, vous dévissez de la montagne, vous tombez 300 mètres plus bas, vous êtes mort. Et des actions délibérées criminelles, des fois commis par des ahuris qui font ça parce qu'ils n'ont pas réfléchi à la conséquence de leurs armes, mais la plupart du temps, des actes accomplis par des individus qui, comme vous connaissez l'expression, c'est une très jolie expression du 19e siècle, la criminologie du 19e siècle disait des criminels d'habitude, c'est-à-dire des gens dont c'est le boulot, dont c'est le job, et puis qui estourbissent des vieilles dames et qui cambriolent
ce qui est mal et qui parfois cambriole des Déborah, ce qui est pire encore, des actes de cette nature-là. Donc il me semble qu'il y a un mélange et que le mélange revient quand même assez largement à balayer la poussière sous le tapis, quoi, à faire une espèce de catégorie. Alors les accidents de la vie, vous glissez sur une plaque de verglas ou vous vous faites assommer par un voyou, quoi. Donc c'est la même chose. Alors qu'en réalité, dans un cas, ça relève de l'aléatoire, de ce que le droit anglais appelle très joliment, parce que ça n'est pas un droit où il y a une séparation de l'Église et de l'État. Donc ils appellent ça Acts of God, manifestation de la volonté divine. Et puis le bateau qui coule parce qu'il y a eu une tempête ou la plaque de verglas. Et de l'autre côté, des actes délibérés d'individus qu'il faut châtier, parce qu'autrement ils recommenceront. Ce sont des actes évitables. Donc, absolument. Voilà. Donc, il faudrait réfléchir. On a souvent fait de société qui revient comme expression un petit peu plus juste, mais effectivement, c'est vrai. Ça revient très très souvent. Les gens, à juste titre, sont choqués par l'appellation fait divers, qui souvent d'ailleurs, dans les faits divers dans les journaux, oublient des circonstances graves. Notamment, là peut-être que vous avez vu, il y a un journaliste, un caméraman de TF1 qui est décédé là, il y a 2 jours, je crois, hier ou avant-hier, après avoir été battu à mort. Alors, dans toute la presse, on dit par un SDF, mais ce SDF était un migrant algérien en situation irrégulière et en situation... Un clandestin, pour parler. C'était un clandestin, exactement. Et dans toutes les unes des journaux, on a omis cette circonstance aggravante, et c'est tout à fait dommage, absolument. C'est même scandaleusement antidémocratique que de ne pas dire au public la vérité sur les problèmes. Et la clandestinité est une circonstance aggravante. Exactement. Donc une partie du travail consiste inlassablement à revenir sur les mots. C'est-à-dire dire non monsieur, une fois j'ai repris à la radio un ministre en lui disant monsieur le ministre, j'ai pour vous la plus grande considération, mais il faut appeler les choses par leur nom. Autrement, si vous êtes médecin et si quelqu'un a un panari, vous lui dites qu'il a un cancer, ou alors l'inverse, dans les 2 cas le résultat n'est pas terrible. Donc arrêtez de dire que quand quelqu'un a attaqué une banque c'est un délit. Ça n'est pas un délit, c'est un crime. Voilà, il y a 3 niveaux d'infraction dans le droit français. Il y a la contravention, le délit et le crime. Et est un crime ce qui vous envoie devant la cour d'assises. Et le fait d'attaquer une banque, sous M. Dupond-Moretti, c'est un peu moins certain parce qu'on édulcore aussi beaucoup. Mais en temps ordinaire, c'est 20 ans de prison et puis 350 000 € d'amende pour un vol à main armée et procès en cour d'assises. Et le fait d'appeler ça un délit, un délit, c'est d'aller voler des carambars au Monoprix, quoi. C'est pas ça du tout. Hein. Voilà. Ouais. Alors voilà. Donc, premier point, on vient de comprendre une chose, c'est que l'Institut pour la justice était né d'une indignation de citoyens qui disaient c'est quand même pas possible. Et là, les journalistes baptisent les choses de manière un peu comme ça, familière, de façon à ce que ça passe mieux auprès de leur public, mais des fois ça crée des confusions. L'expression Pierrot le fou dont vous avez parlé crée une confusion parce que c'était pas du tout le citoyen à Strasbourg en question qui était un nomade, d'une tribu de nomades et donc un individu taré, infiniment cruel et ayant fait souffrir ses victimes de manière indicible, quoi, et pas qu'une fois, n'avait rien à voir avec le premier Pierrot le fou qui était dans la France de la Libération, le gang des tractions avant, les braquages, etc. Donc c'était ça, Pierre Loutrel dit Pierrot le fou, c'était un bandit, quoi. C'était un comme on dit, fiché au grand banditisme, etc. C'était l'équipe des grands bandits qui s'étaient, pour certains, connus dans les eaux troubles de la collaboration, d'autres qui avaient été effectivement résistants, mais qui, après la guerre, s'étaient retrouvés pour braquer des banques, et ils le faisaient avec des tractions avant, donc c'était le gang des tractions avant. Et là-dedans, il y avait cet homme qu'on appelait Pierrot le fou, parce que il dégainait plus souvent qu'à son tour, et il n'était pas très responsable de sa manière de gérer sa gâchette, si vous voulez. Voilà. Donc, alors ça, c'est ce que l'indignation civique, le désir de revenir sur un certain nombre de situations qui vous semblent évitables. Voilà, d'une part évitables, et puis deuxièmement, une fois qu'elles ont eu lieu, éviter qu'elles se reproduisent. Exactement. Alors, comment vous faites ça ? C'est-à-dire que votre action consiste à quoi ?
Alors déjà, on fait donc ces études sur tout un tas de sujets, sur le prononcé des peines, sur l'évolution de la criminalité, même si on laisse plutôt ça à des criminologues comme vous, cher Xavier. Mais donc l'évolution de la criminalité, c'est aussi un symptôme, à notre avis, du mauvais fonctionnement de la justice. Donc le prononcé des peines aussi, l'exécution des peines, je vous l'ai dit, etc., etc. Donc ça, ce sont les études. Alors ça, c'est des mots théoriques, mais vous dites 41% des gens qui sont condamnés à des peines de prison foutent jamais les pieds. De prison ferme. Prison ferme, bien entendu. Autrement, ça serait pas drôle. Voilà. Et donc, pour les autres cas que vous aviez cités, concrètement, qu'est-ce qui se passe par exemple, sur l'énoncé des peines, ça veut dire quoi concrètement pour nos auditeurs? Alors, le prononcé des peines, voilà. En fait, on a deux temps dans le procès pénal. On a premièrement, quand une personne a commis, je ne sais pas, un viol par exemple, elle est amenée devant la cour d'assises, sans parler évidemment de la pratique de la correctionnalisation qui fait que bien souvent des viols sont jugés comme des délits, des agressions sexuelles, même si ce sont vraiment des viols, pour que ça aille plus vite, pour que ça coûte moins cher. Mais enfin bref, un vrai viol qui est amené devant une cour d'assises, le jury et le président, les assesseurs, donc les trois magistrats de la cour d'assises vont se prononcer sur la culpabilité de la personne qui est devant eux et on va leur accorder une peine de prison. Donc ça, c'est le prononcé des peines. Nous, on pense que au stade du prononcé des peines, depuis trop longtemps, pour les crimes et comme les délits, on est descendu à la baisse et malheureusement, typiquement, il y a un seul exemple que j'aimerais qu'il soit connu plus souvent, c'est celui du code pénal. Nous avons en France un code pénal en 1994, qui est le code pénal actuellement en vigueur en France, mais nous avions ensuite, avant, un autre code pénal en 1810, qui était le code Napoléon, et ce code Napoléon que nous avons d'ailleurs exporté à toute l'Europe. Et dans le code Napoléon, pour un crime ou un délit, on a des fourchettes de peine. C'est-à-dire que vous avez une peine maximale, oui, le juge ne pourra pas dépasser telle peine pour un viol, mais on avait aussi une peine minimale. Plancher. Une peine plancher, exactement. Et en 94, par l'opération du Saint-Esprit, ces peines minimales... Qui étaient au pouvoir à ce moment-là ? Alors c'était le code pénal a mis beaucoup de temps à être mis en place. Il a été lancé dans les années 70 sous Giscard. En fait, c'est sous Mitterrand qu'il a été vraiment terminé. Et c'est Badinter qui est connu comme le grand Manitou du code pénal de 1994. Et donc dans ce code pénal de 1994, on a tout simplement Robert Badinter, qui avait été ministre de la Justice de Mitterrand, qui est un avocat socialiste, etc. Oui, un champion de la gauche judiciaire qui adhérait d'ailleurs à des théories un petit peu fumeuses, typiques de la gauche, typiquement la défense sociale nouvelle, qui était une théorie selon laquelle il ne faut plus punir les délinquants, il faut tout faire pour les réinsérer. Et la prison n'est plus un lieu pour dissuader les autres délinquants, ou pour le dissuader lui de recommencer, ni un lieu pour le neutraliser, ni un lieu pour le punir, mais uniquement un lieu pour le réinsérer. Ce qui explique qu'on ait des Colantès, vous vous souvenez peut-être, dans la prison de Fresnes l'année dernière. Voilà, on a des activités de prison, de piscine dans les prisons. Là, hier, je voyais quelque chose de très amusant. De karting. Je voyais hier quelque chose de très amusant. Un potager bio dans la prison de Toulon avait été monté il y a 1 ou 2 ans. Puis il se trouve que hier, un syndicat d'agents pénitentiaires a annoncé avoir trouvé des plants de cannabis dans ce potager bio pour les détenus. Comme c'est étonnant. J'espère qu'ils n'avaient pas d'illusion à ce projet. À propos, c'est comme la naïveté des gens est dingue, quoi. Oui, il y a un petit peu de ça. Oui, c'est un petit peu de naïveté. C'est à se demander si on va plus loin de la naïveté, ça serait pas parfois une mauvaise intention. Alors je peux vous parler de ça en 2 minutes, parce que pendant 20 ans, c'est moi qui ai fait les cours de méthodologie à l'Institut de criminologie de Paris. Et donc, j'avais 70% de jeunes femmes, parce que la justice étant pas très bien payée, c'est hélas souvent une profession secondaire. C'est-à-dire qu'on s'arrange pour que le mari gagne plus de sous en faisant autre chose, ingénieur, n'importe quoi, et puis maman, elle est magistrate parce que, elle a des horaires assez souples, et puis mais c'est pas très bien payé. Et donc, une carrière, ça peut quand même être dur niveau horaire, mais effectivement, ça finit par être... Donc, des fois, j'entrais dans ma salle de cours en disant j'avais jamais rêvé que dans ma vie, je serais professeur dans une école de filles, mais j'avais des années où j'avais un garçon avec une vingtaine de jeunes femmes. Donc, je peux vous dire que, généralement, ce sont des filles très motivées, elles sont bosseuses, elles passent des examens qui sont difficiles, mais elles ont quand même quelque chose que j'ai à chaque fois remarqué, c'est des petites bourges qui n'ont jamais vu un voyou de leur vie.
Et donc une fois j'avais lu dans un journal, ils interrogeaient un petit lascar de banlieue qui avait fait je sais pas trop quoi comme horreur et puis qui était ressorti là aussi, il s'était retrouvé les mains dans les poches sur le seuil du palais de justice. Étonné lui-même. Et voilà, et donc les journalistes disaient mais pourquoi il m'a dit j'ai pleuré, elle m'a laissé partir. Voilà, donc elles ont bon cœur. Et puis celles qui sont au syndicat de la magistrature, c'est pas Lénine, quoi, ni Staline, ni Trotsky. Alors les fondateurs, quand même, il y en avait quelques-uns qui étaient d'ailleurs des hommes. Oui, mais celle qu'il y a maintenant, je peux vous dire, j'ai quelques-uns. C'est uniquement parce que c'est plutôt, vous voyez, c'est pas tellement l'idéologie qui règne, c'est pas tellement marxiste, révolutionnaire, c'est plutôt chrétien de gauche, quoi. Vous voyez, ah mon Dieu, les pauvres, voilà. De gauche, voilà, c'est ça. Moi, ce que j'avais en face de moi, mes anciennes étudiantes qui sont parties dans cette direction-là, c'était ça, quoi. Elles avaient un bon cœur en disant bon, alors vous me promettez de plus jamais recommencer. Ah bah non, madame, etc. Et puis dès qu'il était ressorti, il recommençait. Voilà. Il y a aussi la question de l'âge d'ailleurs des magistrats. C'est une question qui revient souvent. De génération. Oui. Les Anglais, les magistrats anglais sont des anciens avocats. Du conseil, on pourrait dire, on est des avocats, les tops des avocats, à partir du moment où ils ont une certaine expérience, plus de 50 ans, tous les juges ont plus de 50 ans. Il y a une anecdote que j'ai lue récemment d'Alain Peyrefitte, qui était ministre de la Justice, qui se déplaçait en Angleterre pour rencontrer le ministre, certainement le ministre de la Justice anglais. Et il est accompagné d'un magistrat, évidemment un magistrat qui sortait d'école, donc qui avait 27 ans, et l'anglais lui disait, mais cet homme est magistrat. C'est un jeune, c'est un enfant. Oui. Et en apprentissage, là, c'est un apprenti. Exactement. Et c'est sûr que pour des citoyens, ça paraît très dur d'être jugé par des gens de 27 ans. Radio Courtoisie, vous écoutez Enjeux Sécurité, émission mensuelle consacrée à toutes les formes d'insécurité, de violence sociale, de risques à l'international. Animée par Xavier Hofer, aujourd'hui assisté de Déborah. Voilà, de temps en temps, il faut faire un rappel pour savoir où on est, ce qu'on fait et de quoi on parle, et maintenant, ça vient d'être fait par Déborah. Donc, alors, dans les actions concrètes que vous accomplissez. Alors, je vous ai parlé des études, je peux vous parler aussi donc on fait du lobbying, on s'en cache pas, on essaye de pousser nos propositions auprès des parlementaires. Comment ? Alors, un très bon exemple, ce jeudi, nous avons été votés 2 de nos propositions, 2 amendements à la loi contre le squat, puisqu'il y a une loi contre le squat qui a été votée là par le Sénat. La procédure est toujours très 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 longue, ça a commencé au mois d'octobre dernier, l'Assemblée a voté une fois, le Sénat une fois, l'Assemblée a voté une deuxième fois, et le Sénat a voté cette deuxième fois-là. Et nous avions fait déposer 2 amendements par l'entremise de la sénatrice Valérie Boyer, que j'en profite d'ailleurs pour remercier, qui proposait premièrement que pas uniquement les officiers de police judiciaire, c'est-à-dire une certaine classe de policiers, puissent constater les squats, mais également les adjoints de police judiciaire, donc pour permettre de constater plus facilement et plus souvent les squats. Et deuxièmement, nous demandions la possibilité pour les juges qui jugeaient des affaires de squat, lorsqu'ils étaient commis par des étrangers, la possibilité d'expulser ces étrangers suite à la commission de ce délit. Malheureusement, nos 2 propositions n'ont pas été votées, donc on est un petit peu étonné d'ailleurs. On pensait que, surtout un Sénat de droite, ces 2 propositions étaient raisonnables, et elles ont été co-signées par beaucoup de sénateurs, donc on était un peu étonné qu'aucune des 2 ne passe. Mais enfin bref, voilà, c'est le genre de choses que nous faisons régulièrement. Voilà, ça passe pas, qu'est-ce que vous allez faire ? Là, sur le squat, on va devoir repasser par une nouvelle proposition de loi qu'on déposera certainement dans les mois qui viendront. Là, on a Et vous travaillez avec des députés pour ça, ou là, des attachés parlementaires, ou des gens comme ça ? Oui, absolument. Là, typiquement, le prochain projet qui arrive, c'est le projet de loi Asile-Immigration qui va arriver, donc le projet de gouvernement. Et donc, nous travaillons avec certains députés, je pense que je peux le dire aussi là, travaillons par exemple avec Edwige Diaz du RN qui nous a demandé plusieurs amendements, et nous avons ces amendements tout prêts dans nos papiers, on en a toujours dans les plein, tiroirs. Voilà, en gestation, donc ils seront certainement déposés quand ce projet de loi enfin arrivera examiné devant l'Assemblée nationale. Donc voilà comment on fait du lobbying. On dépose des propositions de loi régulièrement. Certains sont votés, très peu finalement avec des majorités. Sous François Hollande, c'était très difficile. Et puis sous Emmanuel Macron, je ne vous cache pas non plus que c'est assez difficile de faire voter des propositions de loi un petit peu plus fermes. C'est vraiment, au niveau de la justice, au niveau judiciaire, c'est résolument un gouvernement plutôt de gauche. Bah évidemment. Ouais. Évidemment, c'est les banquiers, comme M. Macron, une seule chose à droite, c'est leur portefeuille.
Bah voilà, Et je pense que puis c'est un le petit peu ça. reste, c'est Ouais. culturellement des gens de gauche, quoi. Bah ouais, c'est ça. Dupond-Moretti, Élite c'est urbaine. un gauchiste de salon, mais c'est un gauchiste quand Oui, même, quoi. exactement, Voilà, c'est ça. exactement. Et donc ça, c'est notre lobbying. Mhm. On fait aussi des actions sur le terrain. L'année dernière, par exemple, nous avons posé, alors je ne saurais plus vous le dire, je crois 300 pancartes. Nous avions déposé, vous savez, les pancartes qu'on trouve au bord des autoroutes pour les morts, Mhm. sur une silhouette noire Mhm. qu'on met au bord des routes. Et ben, on avait fait imprimer 300 pancartes que nous avons déposées dans la nuit, au mois de février 2022. Nous avions déposé dans la nuit autour des stations de métro, donc autour de 20 stations de métro. Donc ça avait fait un petit peu de bruit. Libération en avait parlé. Qu'est-ce qu'il y avait Ils étaient sur les très- pancartes? Alors il y avait tout un tas de faits divers que nous avons, ou de faits de société que nous avons eu à traiter, notamment des victimes que nous connaissons. Et donc c'était par exemple violé par un multirécidiviste en libération conditionnelle, quelque chose comme ça. Et puis on signait Mireille, 41 ans. Enfin, Ouais. bref. Oui, oui. Donc on avait mis des témoignages vrais que d'ailleurs nous avions eu à gérer nous-mêmes. Et donc, bon, ça fait un petit peu de bruit. C'est des choses qu'on fait régulièrement. Là, prochainement, nous avons pour projet, et ça devrait arriver à la rentrée de septembre, nous allons déposer. J'ai remarqué que devant l'Assemblée nationale, il y a très souvent un stand des dissidents iraniens ou je sais pas trop quoi. Je ne me suis pas plus renseigné que ça d'ailleurs, je le devrais. Mais donc là, nous avons pour projet de faire notre propre stand pour une journée. De toute façon, c'est public, on a le droit. Hein, donc on va le déclarer en préfecture, etc. On va faire notre petit stand, on va essayer d'alpaguer des députés et À l'entrée et à la sortie. À l'entrée et à la sortie de l'Assemblée nationale. Voilà. Et on fait des choses. Qu'est-ce qu'on a fait régulièrement récemment? On est allé se déguiser à la prison de la Santé. On est allé se déguiser en vacancier pour demander s'il restait de la place pour le karting. Oui. Parce que c'était quelques semaines après Je l'affaire peux de pas Fresnes. parce que je vais à Fresnes il y a piscine. Exactement, il y a Ouais. piscine à Fresnes, donc je peux pas venir, c'est ça, samedi soir. Et donc, voilà, on fait des opérations terrain assez régulièrement. Puis on fait aussi de l'information. Nous avons une newsletter qui est assez importante, qui est, nous, notre principal moyen de communication. On a à peu près 190 000 personnes qui nous suivent. Ah oui, 190 000. Ouais, C'est vraiment notre principal moyen de diffusion d'informations et c'est en forte croissance, donc on est très heureux. Et voilà, on fait de l'information sur Twitter. Moi, par exemple, peut-être que certains des auditeurs me connaissent, je fais beaucoup de trades sur la justice et la sécurité des fils, comme on appelle ça, où j'essaie de vulgariser un petit peu des sujets que nous traitons régulièrement. Et là, cette semaine, par exemple, j'ai traité de comment San Francisco, je crois d'ailleurs que vous allez en parler dans le reste de l'émission, comment San Francisco est une ville à la dérive, la capitale mondiale du progressisme, a été complètement mangée, c'est auto-mangée, hein, on peut le dire, hein, puisqu'elle a élu des procureurs qui ne poursuivent plus les crimes et les délits. Elle a voté des référendums qui Maintenant, contraventionnalisent des délits. pour être arrêté pour un vol dans un magasin, il faut que ça dépasse 950 $100 000. $. Voilà. Mais non, moins de 950 $. Et ce qui fait, moi, c'est ma sœur qui m'a donné l'idée de faire ce trade sur San Francisco. Ma sœur y habite et elle m'a dit que dans les supermarchés aujourd'hui, vous savez, dans les supermarchés français, parce qu'on n'a pas encore cette loi, heureusement, pas pour le moment, dans les supermarchés français, on prend son dentifrice, on prend ses biscuits, on met ça pose dans pas un la question. panier, puis on va à la caisse. Voilà, exactement. Et bien maintenant, à San Francisco, dans les supermarchés français, on a quand même une exception, ce sont l'alcool, souvent c'est derrière la caisse. Eh bien, ou alors derrière un cadenas, et il faut demander à un caissier de nous l'ouvrir. Eh bien, aujourd'hui, à San Francisco, pour du dentifrice, pour un paquet de biscuits, il faut bien souvent, pas toujours, hein, je n'exagère pas, mais bien souvent, il y a des magasins dans lesquels on ne peut plus rien prendre sans demander à un caissier d'ouvrir le cadenas, puisque tout est sous grille. Oui, oui. Donc moi, ça me paraît Mais c'est ça. complètement aberrant. Quand l'anarchisme de salon se répand partout, plus rien n'est sûr. Quoi. Exactement. Déborah. Mais on se demande si on va pas y venir en France, parce que lors du Covid, je me souviens que la viande était sous antivol. Tellement il y avait des vols en France qui ne pouvaient pas... les supermarchés... C'était peut-être un coup des véganes. Non, mais ils étaient obligés de faire ça parce que en fait, sinon ils se faisaient voler énormément de produits. Donc ils ont tout mis sous antivol et ça va finir comme ça aussi en France, ça va mettre sous des grilles tellement il y a des vols. S'il y a impunité des voleurs, bien sûr, ils vont pas se gêner. Hein. Alors dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est que ça n'est pas un phénomène répandu de la même façon sur tout le territoire national. Exactement. Il y a des endroits aux États-Unis, vous touchez à une boîte d'allumettes au supermarché, vous prenez un coup de fusil. Mais à San Francisco, voilà, c'est pas exactement pareil. Ça a toujours été une ville gnangnan,
du très style, à gauche. Très à gauche. Voté démocrate. Le depuis procureur, 1960. dans les années 80 du XXe siècle, j'étais souvent, parce que je passais mon été à l'université de Stanford, juste à côté, à San José, là, et donc j'y allais souvent, et à l'époque, il y avait un groupe américain à peu près équivalent des Brigades Rouges qui s'appelait les Weathermen. Bientôt transformés en Weather People pour pas faire que les hommes soient mis, quelle horreur, etc. C'est les premières traces de féminisme aux États-Unis, c'est les Weathermen transformés en Weather People ou en Weather Underground. Et c'était une famille qui portait un nom qui est un peu cocasse en France, parce que c'est la famille Boudin, comme du boudin, vous savez. Oui. C'est une grande famille de San Francisco, de boulangers. C'est des boulangers français qui, peut-être un peu agacés de se faire charrier par leur nom, ont émigré aux États-Unis dans les années 20 ou 30. Et il y a une chaîne de boulangerie Boudin. Alors, bien entendu, quand ils sont devenus riches, les enfants sont devenus gauchistes, par compensation, par mauvaise conscience. Et les parents Boudin, je ne plaisante pas, c'est vraiment leur nom, ont créé, donc on fait partie des fondateurs de ce groupe qui s'appelait les Weather Underground. Et le procureur dont vous parlez à San Francisco, qui a fait tout dépénaliser, c'est le fils Boudin. Chesa Boudin, comme disent les Américains. Voilà. Chesa Boudin. Chesa Boudin. Voilà, donc c'est pas... Qui a été d'ailleurs, et ça c'est important de le noter, qui a été viré de son poste. Bien sûr, oui. Procédure très rare. Oui. L'impeachment. Voilà, exactement. Le peuple franciscain, je ne sais pas comment on dit. Franciscain est revenu sur son choix, puisqu'il l'avait élu. Oui. Ils sont revenus sur leur choix pour élire une femme qui est aussi plutôt de gauche, mais qui est quand même un peu plus pragmatique que ce Chesa Boudin, qui était complètement idéologue et qui avait annoncé tout un tas de délits qu'il ne poursuivrait plus. Il avait annoncé que les parents d'enfants mineurs n'iraient plus en prison, qu'on aurait... vous avez l'histoire de la libération sous caution qui est très répandue aux États-Unis, que la libération sous caution, les cautions seraient de $0. Oui. Or, ça, c'est à la portée de toutes les bourses. Voilà. Donc, et heureusement, il y a eu quand même un retour de bâton, mais le mal est fait, là. Absolument. Le mal est fait, c'est-à-dire que... Et encore, c'est rien, parce que juste au nord, il y a l'Oregon et Portland c'est encore pire. Oui. Et là, c'est carrément des bandes armées, quoi. Oui. Seattle, Portland et c'est toute la côte ouest. San Francisco sont les 3 grandes villes les plus touchées, visiblement, les plus gangrénées. Mais ça se demandait d'ailleurs si c'est pas... civilisation en bout de course, on a tellement d'argent, ils débordent d'argent à San Francisco, ils débordent littéralement d'argent. Enfin, la bourgeoisie de la ville, mais ce qui se passe autour, c'est quand même les ouvriers mexicains, ils débordent pas d'argent. Oui, bien sûr. Mais la ville est très 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 riche, et beaucoup de votants sont quand même très 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 riches. Bien sûr. Toute la Silicon Valley. C'est la mauvaise conscience. La Silicon Valley, c'est à San José, ils votent pas à San Francisco, ils sont juste au-dessous. C'est la Bay Area, comme ils appellent. Est-ce qu'ils ont pu revenir en arrière, du coup, sur les lois qui ont été mises en place par Chesa Non, Boudin ? puisque cette histoire de $950, c'est un référendum, et c'est dans tout l'État de la Californie. Un référendum de 2014, je crois. Ils ne sont pas revenus en arrière là-dessus, donc c'est voué à se multiplier. Donc on va continuer à avoir plein de vidéos de personnes qui volent dans les supermarchés. Oui, certainement. Bien certainement. Ça s'arrêtera forcément à un moment donné, quand il n'y aura plus rien à voler, ou quand la situation sera tellement catastrophique. Alors, ça n'est en rien... vous savez, Jean Valjean qui vole une boule de pain parce qu'elle est en train de mourir de faim, ça n'a rien à voir. Comment ça se passe ? Pas uniquement à San Francisco, mais en général sur la côte ouest des États-Unis, et ça gagne petit à petit vers le centre. Vous avez des gangs, des bandes organisées qui envoient des équipes de voleurs, et les voleurs piquent tout ce qui leur tombe sous la main, des vêtements, de l'audiovisuel, du petit électronique, tout ce qui, des lames de rasoir, n'importe quoi. C'était tellement prévisible. Et tout est revendu sur Internet, après ça, sur des sites qui sont, alors naturellement, Amazon et des grandes boîtes comme ça refusent d'accepter ce genre de marchandises qui feraient d'eux des receleurs, mais il y a des tas de sites, l'Internet étant pratiquement hors contrôle aux États-Unis, des tas de sites qui acceptent, où vous avez n'importe quelle sorte de marchandise, 2 fois ou 3 fois moins cher, mais où les gens qui les vendent gagnent quand même bien leur vie, parce que naturellement, ça leur a rien coûté, quoi, au départ. Ils rétribuent les voleurs, qui sont généralement des toxicomanes, donc ils leur donnent de quoi se payer leur prochaine dose. Et il y a aussi un phénomène qui se développe maintenant aux États-Unis. On croyait que c'était terminé depuis les années 1880-1890, c'est les attaques de train. C'est-à-dire que quand les trains arrivent
à la gare de San Francisco. Alors, il n'y a pas de gare dans les centres-villes, il n'y a pas de gare à San Francisco. Là, j'ai pris le train à San Francisco, il faut aller à 20 km à l'extérieur, et vous avez un quai en béton et nadamas, quoi. Il n'y a rien de plus, il n'y a pas un bâtiment à côté, pas des toilettes, rien. Le train arrive, vous montez dedans, c'est comme au quai Coral, quoi. Pour le fret, essentiellement, les trains. Voilà, exactement. Donc, les trains en question... ils ralentissent fatalement avant d'arriver en ville, et là il y a des types qui sautent à bord et puis qui cassent les protections, les cadenas de sécurité, et qui volent notamment les colis de livraison, les colis Amazon, les colis, etc. etc. Et donc chaque année maintenant, de plus en plus, il y a les boîtes qui font du transfert de colis, DHL, FedEx, etc. Voilà, exactement. Toutes ces boîtes-là qui se font piller à l'entrée et à la sortie des villes californiennes. Notamment à Noël. Voilà, donc je donne la parole à la maison. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Radio Courtoisie, vous écoutez Enjeux Sécurité, émission mensuelle consacrée à toutes les formes d'insécurité, de violence sociale, de risques à l'international, animée par Xavier Hofer, aujourd'hui assisté de Déborah. Bon, alors, on a parlé jusqu'à présent de ce que fait donc, le délégué général de l'association Institut pour la Justice, Pierre-Marie Sèvres, qui est avec nous cet après-midi. Et donc, maintenant, vos projets. Alors nos projets, je peux vous dire d'ailleurs tout de suite, nous avons sorti une étude il y a 2 ans sur le lien entre immigration et délinquance. Ça n'était pas un scoop, mais il fallait quand même le dire. Il y a un lien évident que les statistiques du ministère de l'Intérieur nous donnent, qui est que les étrangers en France, uniquement les étrangers, les gens qui n'ont pas le passeport français, sont surreprésentés, c'est-à-dire qu'ils représentent environ 8-9% de la population, mais dans tous les crimes et délits du code pénal, toutes les catégories de crimes et délits, ils sont surreprésentés. Alors qu'ils font toujours plus de 8-9% des mises en cause. Et donc, alors ça c'était il y a 2 ans, et là je suis en train de travailler sur une partie 2 de cette étude, sur cette fois les descendants d'immigrés, puisque donc les descendants d'étrangers qui sont naturalisés, puisque en France nous n'avons pas le droit de le dire parce que nous n'aimons pas la vérité, mais dans la plupart des autres pays européens nous le disons. Et donc les Allemands, les Danois, etc., les Néerlandais savent à quel point est-ce que les descendants d'immigrés sont surreprésentés dans la commission de crimes et délits chez elles. Et il se trouve que je suis un tweetos très intéressant qui s'appelle Marc Vanguard, que je vous encourage à suivre aussi, qui a compilé certaines de ces statistiques et qui nous disent que les descendants d'immigrés sont, et c'est unanime, et ça a toujours été le cas même dans l'histoire, dans tous les pays du monde en tout cas qu'on a pu étudier, les États-Unis notamment, que les descendants d'immigrés sont encore plus surreprésentés dans les crimes et délits que la première génération. Donc moi je pense que ça c'est très intéressant, et c'est ce que nous disent les chiffres actuels allemands, danois ou néerlandais, que les descendants d'immigrés commettent beaucoup plus de crimes et délits que leurs parents, qui eux-mêmes en commettaient plus que les autochtones. Et donc, alors ça s'arrange pas, ça s'aggrave. Ça s'arrange pas, ça s'aggrave. Je ne sais pas pour la 3e génération, il est possible que ça diminue après fortement pour la 3e génération, c'est même tout à fait envisageable, mais quand même, il faut savoir que l'immigration, alors là parce que moi, je ne tiens pas à dire qu'il y a un lien absolu entre immigration et délinquance, mais quand on entend des mensonges comme ceux qu'on entend là sur le service public, qu'on a entendu cette semaine, comme quoi il n'y aurait pas de lien entre immigration et violence, ou délinquance, ou criminalité, c'est empiriquement faux et prouvé, et il faut le dire, et je dis ce mot-là avec la gravité qu'il suppose, le mot mensonge, mais là c'est du mensonge. De dire qu'il n'y a pas de lien entre délinquance et immigration, c'est purement et simplement du mensonge. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut... la conséquence directe n'est pas « il faut arrêter maintenant l'immigration ». On peut le penser par ailleurs, mais ça n'est pas une conséquence directe de l'existence de ce lien. Mais en revanche, ne pas le dire, c'est quand même se couper de la réalité. Nier l'évidence, quoi. Exactement, c'est nier l'évidence. Et c'est donc prendre des décisions erronées, parties sur des bases erronées. Et donc, ça n'est pas régler les problèmes que pourtant le peuple français, les citoyens français dans leur ensemble, ont tous... Demander à n'importe quel Français lambda, il le sait qu'évidemment il y a plus de... J'ai récemment publié dans Atlantico une liste de 50 sondages sur les phénomènes de sécurité sur les 3 dernières années. En gros,
ceux qui vont dans le sens de l'Institut pour la justice, c'est 70% de la population. Voilà. Oui, j'aurais même dit sur ça. On a fait un non, mais sondage la moyenne. Oui, bien sûr. Alors, sur la justice, c'est 80-90%. Oui, ouais. C'est clair. On Ouais. a fait un sondage, on a posé 5 questions il y a 2 ans, je crois, sur nos 5 grandes mesures. Alors, moi, je vous retrouve l'expulsion des délinquants étrangers, évidemment, la peine de perpétuité réelle, la fin des aménagements de peine, bref, donc il y en avait d'autres. Et on était même encore plus que ça, ce qui vous montre à quel point c'est écrasant. Les Français veulent une justice plus ferme, c'est de manière écrasante. On était entre 74 et 95%. La peine de perpétuité réelle, on est à 95%. Ce sont les électeurs PS qui étaient les plus favorables à une peine de perpétuité réelle sans aucune possibilité de sortie pour les pires criminels. Donc oui, le peuple français réclame de manière écrasante une justice plus ferme, et il ne l'obtient pas. Et ils ont Dupond-Moretti, les pauvres. Et ils ont Dupond-Moretti, qui se Ouais. fait applaudir par les détenus à sa première sortie officielle à la prison de Fresnes. Il s'est fait applaudir par les détenus de la prison, ce qui en dit quand même long. Alors sur... c'est mieux, il y a quand même un son action. progrès, je dis ça pour rire, hein, avec la précédente, c'est qu'au début du quinquennat de M. Macron, le premier, il y avait une Madame Belloubet. Ouais. Et la première fois où elle a été en prison pour faire la dame patronesse, il y en a 2 qui ont profité pour s'évader. C'est pas... Alors bon, Ah ouais. alors au moins, ils applaudissent Dupond-Moretti, mais à la fin, on les compte, ils sont autant à la fin qu'au début, quoi. Ouais. C'est déjà un petit progrès. C'est déjà un Donc, progrès, voilà. effectivement. Et d'ailleurs, Dupond-Moretti symbolise aussi le laxisme qui va continuer, qui continue et qui a continué dans la justice. Mais moi, pour être honnête, il ne fait pas beaucoup pire que tous ses prédécesseurs depuis 10 ans, qui, en gros, depuis 10 ans, on est on remue la soupe, on fait un petit peu de coup de laxisme de temps en temps, on fait semblant d'aller un peu plus dans la fermeté. Typiquement, Dupond-Moretti a dit « Je supprime les réductions de peine automatiques ». Tout le monde applaudit des 2 mains, moi le premier d'ailleurs. J'ai fait un tweet pour le féliciter. Et on apprend quelques mois plus tard, quand le projet définitif sort, qu'en fait, on a effectivement supprimé les peines automatiques, dites automatiques, mais on a allongé toutes les autres. Oui. C'est-à-dire que la situation est pratiquement sur le point d'empirer. Donc Pile je gagne, face tu perds. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais dans la com, si l'Institut pour la justice n'est pas là pour le dire ça, c'est vrai que la justice n'est pas un sujet qui plaît tant que ça au commun des mortels. Et je le comprends. C'est un sujet volontairement d'ailleurs. Oui, c'est un peu aride, quoi. Oui, complètement. Le sujet des magistrats, c'est pas particulièrement romanesque, même si dans les faits ça peut être le cas, mais en tout cas ça parle moins au grand public. Donc heureusement que de temps en temps l'Institut pour la justice peut être là pour dire alors attendez, là on est en train de nous faire une entourloupe. Nous on a sorti un rapport à ce moment-là, on avait envoyé à la presse, qui explique l'entourloupe. Vous voyez, il y a un auditeur qui nous écrit pour dire que pourtant c'est un pays au bord de l'océan, hein, qu'au Portugal les boîtes de thon sont aussi munies d'antivol. Donc, voilà, donc ça arrive. Gros problème de drogue à Lisbonne, il paraît. Oui. Donc ça a été supprimé l'année dernière, nous dit cet auditeur, parce que la presse avait tellement des gorges chaudes là-dessus. Mais voilà, il faut que les citoyens se mobilisent pour que voilà, ça exactement, soit supprimé, ça continue. Alors, autre message d'un auditeur sur San Francisco. San Francisco ne souffre-t-elle pas de son attractivité qui fait que la pauvreté se répand là plus qu'ailleurs? On voit des vidéos effrayantes tournées dans les grandes villes américaines avec des groupes de sans-domicile manifestement alcoolisés ou drogués, vivant entre caddies et matelas sur le trottoir. Okay. Des villes comme Montpellier ne souffrent-elles pas aussi de ce genre de phénomène propre aux mégapoles? Alors, je vais vous donner la parole là-dessus, mais pour Montpellier, à un moment donné, il y a le maire, qui est un bobo archétypique, qui a dit qu'il ne poursuivrait pas les fameux mineurs non accompagnés. Alors, vous savez, les mineurs non accompagnés, il y a un obscur disciple d'Emmanuel Kant, le philosophe, qui s'appelait Lichtenberg. Et Lichtenberg, qui a écrit peut-être 15 volumes dans sa vie, il est passé à la postérité pour ce qu'on appelle l'aphorisme de Lichtenberg, qui parlait du couteau sans lame à qui on a retiré le manche. Vous voyez, ça c'est pareil, les mineurs non accompagnés qui sont ni mineurs ni pas accompagnés, c'est-à-dire que ce sont de jeunes adultes et qui agissent en meute. Donc comme le maire de Montpellier avait dit mais les pauvres, mais on va les accepter, on va les gérer, il y a toutes voilà. les petites vermines qui ont Bien sûr. concentré vers eux, mais c'est à chaque coup comme ça. Ouais.
vous vous souvenez, enfin, ne serait-ce que pour l'avoir lu, parce que c'était le parc à Zurich, pour que les toxicomanes se droguent. Il y avait eu, pareil, les pauvres gens, les pauvres, mais c'est des malades, mais on va les accueillir. Donc, au bout de 6 mois, il y avait tous les toxicomanes de la région qui avaient convergé vers le parc. Au bout d'un moment, il y a des dealers qui se sont dit, mais c'est pas mal, on a toute notre clientèle sur place. Et au bout d'un an, ils ont ils ont fermé le parc parce qu'il y avait des dealers libanais et des dealers maghrébins qui s'entretuaient à la Kalachnikov devant le parc en question. Et naturellement, c'est vite devenu un enfer. Donc, San Francisco, c'est pareil. Voilà, donc Déborah, qui est une jeune fille bien élevée, qui a écouté les bons principes quand elle était petite, elle sait que l'enfer est pavé de bonnes intentions, et ben voilà, l'enfer du Spitzpark à Zurich, l'enfer de San Francisco, etc. À chaque fois, mais les pauvres, mais on va les aider, rendez-vous compte. Parce qu'en plus, le prix de la drogue baisse, puisque c'est un endroit merveilleux où on peut faire des économies d'échelle, tout le monde est là. Bien sûr, la logistique coûte beaucoup moins cher. La logistique coûte moins cher, donc le prix baisse, donc ça attire encore plus de toxicos, etc. Bon. En Suisse, ça continue d'ailleurs, hein, parce qu'à Genève... Pardon ? En Suisse, ça continue, puisqu'à Genève, il y a à côté de la gare une sorte d'endroit où les toxicos peuvent aller pour se droguer. Et en fait, à la sortie, il y a les dealers qui sont là, juste à côté de la gare. Bah, bien entendu, c'est tellement plus simple. Malgré le problème de Zurich. Oui. Non, mais je crois que c'est le problème de la mouche sur la vitre, quoi. Bing, on se cogne, on dit non, mais il n'y a rien, donc j'ai pas pu me cogner, puis on y retourne, bing, puis comme ça à chaque fois. Et quand c'est pas dans une ville, c'est dans une autre. Donc l'être humain, vous savez, Churchill, qui avait la langue extrêmement dure, il disait pendant la Deuxième Guerre mondiale, il râlait après ses alliés américains qui des fois prenaient des décisions un peu curieuses, et il disait, nos amis américains arrivent parfois à la bonne solution, mais non sans avoir auparavant essayé toutes les autres. Voilà. Alors là, c'est pareil, mais ça n'a pas marché à Zurich, mais là, je suis sûr qu'à Genève, ça va marcher, on va être encore plus gentil, etc. Voilà. C'est bien. Donc ça, c'est vos projets. Alors, oui, donc cette étude de la immigration délinquance, enfin, on a beaucoup d'autres projets, je vous ai dit ce stand à l'Assemblée nationale, on est en train de faire aussi une belle étude qu'on essaie qui va être assez grande sur qui sont nos juges, j'en dis pas plus puisque elle demande aussi... Faites-nous saliver. Là, vraiment, le problème étant toute la discrétion parce qu'on va toucher des choses assez sensibles, et donc, mais on essaie de travailler là-dessus sur... est-ce que certains... À qui on a affaire, quoi. Oui, est-ce que certains clubs de pensée, est-ce que certains clans n'auraient pas pris le contrôle de certaines institutions ? On a vu Soros au niveau de la Cour de justice européenne, etc. La justice française, on est peut-être dans la même situation, on est en train de le découvrir. Très bien. Eh bien, faites-le savoir et on vous fera venir une autre fois pour nous expliquer tout ça. Avec toute la fermeté et avec toutes les preuves possibles et imaginables. Bon, alors, quand on veut, comment on fait pour vous contacter ? Alors, on a un site qui s'appelle institutpourlajustice.org sur lequel il y a un numéro de téléphone de notre standard et puis il y a qui n'est pas accessible le week-end. Et il y a une adresse mail à laquelle on peut m'envoyer des courriels. On en reçoit beaucoup, donc ça prend un peu de temps de les traiter. Oui, bien sûr. Mais on les traite tous et on les lit absolument tous. Et j'encourage à suivre notre newsletter. On essaie de la rendre la plus intéressante possible, de ne pas faire perdre du temps à nos lecteurs. Et donc, on essaie de les rendre assez denses et de les rendre utiles aussi au bien commun et à un rééquilibrage de notre justice française. Voilà, donc vous pouvez vous inscrire, c'est aussi sur notre site. Voilà, donc il y a un auditeur qui nous dit que le lien apparent entre délinquance et immigrés n'est pas causal ou indirect. Le vrai lien est entre délinquance et conditions de vie dans des banlieues pourries. Et effectivement, c'est souvent là que ça se passe. Il y a aussi un lien. Il n'y a pas de déterminisme. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on vit là-dedans qu'on est forcément criminel. Il n'y a aucun déterminisme. Mais en revanche, il faut reconnaître que le fait d'être laissé à soi-même dès l'âge de 10 ans et puis avoir comme seule solution de dîner, ça fait aucun bien au paysage d'ensemble. Eh bien, parfait. Donc, alors, Pierre-Marie, merci beaucoup. Merci à vous. Vous reviendrez. Bien et sûr. Puis, Déborah, Avec puisque joie. vous exercez aussi vos talents là-bas, on fera aussi venir une fois l'Institut de formation politique pour nous expliquer comment ils forment des jeunes pour mener le bon combat dans la classe politique, dans les milieux parlementaires, etc. Avec plaisir. Donc, merci Pierre-Marie. Merci au revoir à vous. et à bientôt. Alors, maintenant, un bref rappel, et puis on passe à la suite. Radio Courtoisie, vous écoutez Enjeux Sécurité.
émission mensuelle consacrée à toutes les formes d'insécurité, de violence sociale, de risques à l'international. Animée par Xavier Hofer, aujourd'hui assisté de Déborah. Alors, bon, que pensez-vous, nous demande un auditeur, de la structure du type Casabianda en Corse, où les prisonniers cultivent des champs, possèdent la clé de leur cellule et ne s'évadent quasiment jamais. Certainement que le public incarcéré est trié sur profil, mais tout de même. Alors, ça tient au fait qu'effectivement, si ça tombe sous le sens, quoi, si les détenus en question sont en Corse et si les détenus eux-mêmes sont corses, ils n'ont pas intérêt à faire de bêtises parce qu'ils se retrouveraient dans la banlieue parisienne ou dans une autre cellule. Donc, en gros, ils restent là-bas et puis, semble-t-il, ils essayent de se faire oublier. Je pense que quand on traite les gens humainement, mais quand ils proviennent d'une société homogène, ils ont tendance à moins, commettre des actes criminels, ou en tout cas graves, que ceux qui sont dans un milieu complètement hétérogène, où c'est chacun pour ça, chacun pour sa peau, et où on s'en fout, après tout. Hein. Donc, vous avez annoncé, nous dit un autre auditeur, que la dernière fois, la dernière émission, donc, que vous expliqueriez pourquoi les Black Blocs peuvent agir impunément. C'est important parce que les actes des individus qui se disent eux-mêmes anarchistes ou autonomes ou éco-saboteurs ou n'importe quoi, c'est souvent les mêmes, hein, qu'une casquette A un jour et une casquette B le lendemain. Il y a plusieurs motifs qui font qu'on a quand même beaucoup de mal à mettre fin à leurs exactions et notamment à leurs sabotages, les sabotages de pylônes, vous savez, des émissions 5G, etc. Surtout, c'est au sommet des montagnes, dans des lieux isolés. Mais il y a plusieurs raisons qui font qu'on a du mal avec ce genre d'individus. D'abord, la plupart du temps, ce sont des gens issus de milieux socialement bien intégrés. Alors, il y a le fiston qui est devenu gauchiste pour enquiquiner papa. C'est un problème un peu édipien, vous savez. Donc, il est là-dedans, mais quand même, le petit, il jette sa morgue. Et puis après ça, un beau jour, il va revenir dans la société. Donc, c'est pas si grave que ça, premièrement. Deuxièmement, au bout d'un moment, à force que la justice ne fasse rien ne les condamne pas, les fasse entrer et sortir du tribunal, entrer et sortir du commissariat, ils finissent par apprendre comment jouer avec les dispositifs de répression. La première fois, même si vous êtes un petit lascar de banlieue, la première fois que vous êtes au commissariat, vous pétochez un peu, vous dites qu'est-ce qui va m'arriver. La deuxième fois, troisième fois, vous êtes rentré dans le commissariat, vous êtes sorti avant que le flic ait terminé de taper son... nous avons procédé à l'interpellation d'un tel machin, etc., pour tel motif et tout. Le type est encore en train de taper son PV, vous êtes déjà dehors. Donc la troisième fois, vous n'avez plus peur. Même chose avec la justice. Donc vous avez affaire à des individus qui constamment commettent des actes illégaux et de manière là purement darwinienne, à chaque fois, ils s'améliorent. C'est-à-dire, quand la police, ils ont avec un dispositif, ils jouent avec, et donc à la fois, ils savent mieux jouer avec qu'au début. C'est exactement ce qui s'est passé avec la CIA et Bin Laden. Oussama Bin Laden, au début, les services de renseignement américains aidaient en Afghanistan ceux qui luttaient contre les soviétiques. Et naturellement, les islamistes étaient à la tête de ceux qui luttaient contre les soviétiques en Afghanistan. Ce qui s'est passé, c'est que pendant tout le temps qui passait avec les gens des services de renseignement américains qui les entraînaient, qui les armaient, qui les équipaient, qui leur apprenaient à servir du matériel, Bin Laden, il les étudiait avec passion. Il les regardait, il buvait leurs paroles, ce qui fait qu'à la fin, quand il s'est retourné contre l'allié d'hier, qu'après avoir eu la peau du grand Satan soviétique, ils ont dit bon, alors qu'est-ce qui reste comme grand Satan ? Les Américains, donc on va se les faire, et donc le 11 septembre, etc. Et à ce moment-là, Bin Laden, quand il combattait les Américains, il était dans la position extraordinaire du taureau qui a déjà été toréé. Alors qu'est-ce qui se passe ? Quand il y a une corrida, les taureaux pour la corrida, ils sont dans d'immenses prairies du sud-est de l'Espagne et ils ne voient jamais un être humain. Un taureau qui a vu un être humain dans sa vie ne peut pas être toléré, théoriquement. Et chaque fois qu'il y a eu des accidents graves dans les arènes,
quand, par exemple, des grands toreros ont été encornés et tués par des taureaux, il y a eu des enquêtes ultérieures et on s'est rendu compte que dans le village en question, il y avait des gamins qui voulaient jouer à la corrida, qui avaient été titillés le taureau. Donc le taureau qui a déjà été toréé, à savoir qu'on lui a déjà foutu une cape rouge sous le nez, il ne se fait pas avoir 2 fois, vous comprenez? Et donc la deuxième fois, quand par malheur le taureau a déjà été toréé, il fonce sur le torero direct. Le petit chiffon rouge, là, il ne s'intéresse plus, il fonce direct. Voilà. Donc l'islamiste qui a travaillé avec les gens des renseignements américains, il sait, et donc avant de concevoir son attentat, il ne conçoit pas son attentat à l'aveuglette, il dit voilà, si on fait ça, comment réagirait mon ami John Smith de la CIA, hein? Et donc il sait, il a étudié l'adversaire, et donc c'est un taureau qui a déjà été toréé. Donc comme la justice fait preuve à une échelle infiniment moindre, naturellement, il n'est pas question de faire le moindre rapport que ce soit entre les petits zigotos de insurrection de la Terre ou quoi que ce soit, et puis Bin Laden, les pauvres, ça leur ferait trop d'honneur, mais quand même, à force de jouer avec la police et la justice, ils savent comment faire, ils n'ont plus peur. Alors ils arrivent, ils disent je m'appelle Jean Dupont, mais monsieur, vous avez des papiers? Ah ben non, j'en ai pas. Ah bon? Ah ben, qu'est-ce que vous faites? Ah ben j'en ai pas, et puis voilà. Donc à chaque fois, il y a une grande difficulté, compte tenu du laxisme actuel, pour les identifier. Et puis, pendant ce temps-là, le travail du renseignement, il est fait en France. Donc on sait qui c'est. Hein, mais on s'aperçoit, et c'est ça le problème, la réponse au monsieur qui dit oui, mais pourquoi on n'arrive pas, qu'est-ce qui fait qu'ils sont intouchables, etc. Ben, c'est le fait que ceux qui se disent Black Bloc le lundi, le mardi, c'est les antifas. Donc, comme pour les gouvernements à la Macron ou encore plus à gauche, le péril qui monte à l'horizon, c'est le péril de la droite nationale, eh ben, ils se disent, gardez quelques antifas sous la main pour faire des provocations, pour quoi que ce soit, le moment venu, ça sera bien utile. Et c'est la raison pour laquelle ces gens qui sont nominalement leurs adversaires sont en réalité leurs alliés. Déborah? On l'a d'ailleurs vu lors d'une commission d'enquête à l'Assemblée nationale, où un des représentants des Antifa, Raphaël, je me souviens plus de son nom de famille, a été reçu pour parler de la montée de l'extrême droite. Alors, il est très qualifié. L'extrême gauche, pour dire comment il faut maîtriser l'extrême droite. Il est qualifié vu qu'il sait comment fonctionne l'extrême gauche, mais en tout cas c'est lui qui vient dénoncer l'extrême droite, alors que tout le monde sait très bien que lui-même il fait des actions répréhensibles. C'est quand même impressionnant. Voilà. Et donc oui, non, mais c'est ça, c'est en réalité c'est tous unis, voilà. Donc ils ont beaucoup de mal à réprimer des gens dont par ailleurs ils pensent que ça peut être un beau jour des alliés utiles, ou alors Exactement. pour des actions de provocation, etc. Donc c'est la raison pour laquelle les antifas et Black Bloc, etc. sont pour l'instant tranquilles. Donc maintenant, il nous reste 25 minutes, nous allons passer aux autres sujets de l'émission. Et donc, premièrement, nous allons parler de ce qui se passe en France comme agression à l'arme blanche. Donc, après l'histoire d'Annecy, où un individu... comme à chaque fois, on nous fait le coup de « il va pas bien dans sa tête, il doit être un peu fou, etc. » Mais il y en a des dizaines tous les ans, comme ça fait quand même un peu beaucoup, quoi. Et c'est toujours les mêmes qui poignardent toujours les mêmes, c'est-à-dire des pauvres gens qui n'ont rien demandé à personne. Et à chaque fois, on a des affaires. Alors là, on nous dit « mais c'est un chrétien de Syrie ». Vous avez déjà vu un chrétien de Syrie qui s'appelle Abdelmacid de son prénom? Mais Abdelmacid est un prénom chrétien. Mais la seule chose, c'est qu'on n'est pas sûr qu'il soit vraiment chrétien, puisque lorsqu'ils prennent les routes vers l'immigration, en fait, ils donnent le nom qu'ils veulent. Voilà, donc en fait, il exactement. suffit juste que lui il sache que c'est un prénom chrétien, il peut le donner à l'arrivée, et puis on lui dit ok, très bien, c'est ton prénom, on n'a aucune preuve, il ne voyage pas avec des passeports, on l'a pas identifié. Exactement. Et en plus, sur place, il y a une enquête qui a été faite par des Syriens, puisqu'on a beaucoup de Syriens en France, et ils se rendent compte qu'en fait, il n'y a personne qui le connaît dans la communauté chrétienne syrienne. En Syrie, pour y avoir vécu, tout le monde se connaît, surtout dans les petits villages, et en l'occurrence, personne ne le connaît. Voilà, donc dans le meilleur des cas, c'est bizarre. Oui. Et il n'est pas si fou que ça, parce qu'il arrive à protéger ses traces en prenant par exemple le nom d'un autre, etc. Bref, à cette occasion-là, on a vu quand même que les agressions commises à l'arme blanche
était d'abord spectaculaire. Il a failli y avoir des morts dans cette opération. Heureusement, les petits bouts qui ont été blessés ont réussi à s'en tirer vivants de cette affaire-là, traumatisés peut-être, mais vivants quand même. Et donc, de ce fait, il y a eu une énorme polémique. Alors, la polémique, elle n'est pas d'hier, parce qu'en 2021, il y avait une députée qui estimait que le nombre de victimes d'agressions à l'arme blanche était monté à 44 000 entre 2015 et 2017, soit plus de 120 victimes par jour en moyenne. Et donc la question se pose, que savons-nous de la validité de ces chiffres ? Eh bien, on ne peut pas, c'est le criminologue qui parle bien sûr ici, on ne peut pas les confirmer. C'est une approximation, c'est-à-dire qu'un jour, un quotidien, Le Figaro, a cité ce chiffre-là, et il les tenait d'un organisme qui a été fermé, liquidé en 2020 par messieurs Philippe, Premier ministre, et Macron, Président de la République, qui s'appelait l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, ONDRP. L'ONDRP était un organisme qui conservait une mesure d'indépendance. C'est-à-dire qu'il pouvait publier des chiffres sans être obligé de demander l'autorisation de M. Darmanin pour savoir si ça entrait bien dans le cadre de la propagande en vigueur. Donc, cet organisme a été liquidé, on a cassé le thermomètre, comme on dit, et on a ventilé son personnel à droite et à gauche, et on a fait en sorte qu'il ne puisse plus y avoir d'autres statistiques que celles publiées par le ministère de l'Intérieur. Ça, c'est Macron, non pas en mode anarchiste de salon, mais en mode Corée du Nord. Là, on casse le thermomètre complètement. En matière de crime, partout où ils le peuvent au monde, les libéraux à la Macron, il y a deux sortes de libéraux. Il y a des libéraux qui sont des gens un peu conservateurs, qui veulent simplement que l'économie soit libre, etc. Et puis il y a des libéraux libertaires, comme M. Macron, qui en réalité sont comme Silicon Valley. Vous savez, s'il y a le bazar à San Francisco, c'est à cause de ça. C'est à cause de l'anarchisme qu'il y a dans la tête de ces individus-là, casse les thermomètres, mesurant ces phénomènes qui accablent la population, une population vouée à subir en silence, et surtout à ne pas savoir la réalité de l'aggravation des cambriolages, des agressions et des homicides. Pourquoi ? Parce que si on leur apprend, s'il s'avère qu'il y a trop de cambriolages, d'agressions et d'homicides, ça peut les pousser à mal voter, ces gens-là. Ils vont se réveiller. Voilà, exactement. Donc il vaut mieux qu'ils soient dans le silence. Alors, ce thermomètre-là a été cassé, donc de l'Observatoire national de la délinquance et de la réponse pénale a été cassé sur ordre du gouvernement en 2020. Et donc, restent les chiffres, les statistiques du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Justice. Ces deux systèmes de recueil des statistiques, celui du ministère de l'Intérieur et celui du ministère de la Justice, sont absolument antiques, ils sont antédiluviens, ils ne sont pas absolument modernes du tout, et surtout, autrement ça ne serait pas drôle, ils sont incompatibles l'un avec l'autre. C'est-à-dire que les statistiques doivent pouvoir se comparer au niveau de la rigueur des chiffres et au niveau des territoires où on saisit les données. Eh bien, le ministère de l'Intérieur saisit les données sur un tableur, un registre qui s'appelle l'État 4001 au niveau du département, et le ministère de la Justice saisit les données au niveau des ressorts de justice qui, alors c'est extraordinaire, datent à peu près du Moyen-Âge. Pourquoi y a-t-il aujourd'hui des cours d'appel dans des villes certes sympathiques comme Douai ou Riom en Auvergne? Parce que c'était des villes de marché au Moyen-Âge. Et que les villes en question ont perdu toute importance depuis, d'autres villes se sont imposées, etc. Mais non, ils sont toujours là parce qu'ils étaient là du temps à peu près de Jeanne d'Arc. Donc c'est ça le système juridique qu'on a. Et donc, système incompatible l'un avec l'autre. Et l'Intérieur ignore tout des types d'homicides qui sont commis. C'est-à-dire que sur les 107 index, les 107 index qu'il y a dans l'État 4001, où police et gendarmerie notent chaque mois les infractions constatées à l'échelle départementale pour le ministère de l'Intérieur, les homicides sont ainsi ventilés. Donc je vais vous dire comment c'est ventilé dans l'État 4001 du ministère de l'Intérieur. Alors la ligne 1, c'est règlement de compte entre malfaiteurs,
Marseille. Hein. Ouais, comme ça, homicide, hop, voilà. ça s'attrape. Deuxièmement, homicide pour voler et à l'occasion de vol, 2. Troisième ligne, homicide pour d'autres motifs. Alors, voilà, c'est un mari jaloux. Crime passionnel. Voilà, ouais, n'importe quoi, comme ça. Quatrièmement, ligne 4, tentative d'homicide pour voler à l'occasion de vol. 5, tentative d'homicide pour d'autres motifs. Et 6, coups et blessures volontaires suivis de mort. Voilà, pour tout potage, ce que le ministère de l'Intérieur demande aux policiers et aux gendarmes, une fois par mois, de remplir au niveau du département et d'envoyer au ministère de l'Intérieur. Alors, cet index, tel qu'il est conçu, tel que je viens de vous le lire, interdit absolument de savoir si le trucidé est mort d'une balle, poignardé, empoisonné, et où. Par exemple, il serait bon de savoir qui est tué et comment dans les zones hors contrôle, comme les quartiers nord de Marseille, que certains romantiquement appellent les quartiers perdus de la République, notamment en matière de règlement de compte, avec quelle arme, etc. Ça, que le type ait été tué avec un stylo à billes ou avec une Kalachnikov, impossible de le savoir. La statistique du ministère de l'Intérieur, le service de statistique du ministère de l'Intérieur qui s'appelle SSMSI, donc vous tapez SSMSI sur un moteur de recherche quelconque, vous allez avoir des statistiques, donc vous allez voir que la désignation des infractions, c'est règlement de compte, etc., mais où, comment, pourquoi, etc., on ne sait rien. Alors bien entendu, très grossièrement, le ministère de l'Intérieur peut remonter au moins au niveau du département, parce qu'il y a quel chiffre, mais une fois que c'est compilé, c'est noyé dans la masse. Là, vous avez une espèce de... Vous savez, comme on fait la soupe pour les cochons, on met tout dans le même baquet, on touille, et puis après ça, voilà. Donc c'est ça, l'État 4001. Alors, d'autres tableaux ou fiches du fameux service des statistiques du ministère de l'Intérieur classent les homicides par âge et par sexe. On sait au moins s'il y a des femmes et des hommes. Les règlements de compte, là, c'est règlements de compte entre malfaiteurs, lors de vol, les coups et blessures mortelles, homicide intentionnel, donc ça sur majeur ou mineur, vaguement on a une vague idée, et puis du traitement judiciaire ultérieur, donc là ça passe au ministère de la Justice, mais qui n'a pas les mêmes territoires pour compiler les données que le ministère de l'Intérieur. Rien là-dedans n'est criminologique, il n'y a aucune donnée exploitable pour cerner les homicides en France, et ce, de façon évolutive. C'est pas évolutif du tout. C'est-à-dire, on peut pas, à partir de là, dire bon, où ça va, etc. Et tiens, telle catégorie, par exemple, là-dedans, vous avez remarqué, il n'y a rien sur les homicides commis à l'arme blanche. Non, il n'y a aucun détail. Aucun. Ce qui fait que si le ministre de l'Intérieur fait une grosse colère, mais ça m'étonnerait qu'il fasse une grosse colère parce qu'ils ont intérêt à dire non, on ne sait pas grand-chose, etc. pour noyer le poisson, mais ils peuvent redescendre, il faut pratiquement redescendre au niveau du commissariat et de la gendarmerie et dire aux flics, alors celui-là, il est mort comment, pourquoi, c'est le petit machin de tel quartier, etc. Il a pris une rafale, bon, mais autrement, ils ne le savent pas. On est ici, non pas dans le service public, mais on est dans le service minimum. Le service minimum, voilà. Donc, autre question dans ce domaine-là. Les éléments dont nous disposons laissent-ils malgré tout penser que le phénomène s'intensifie ? Oui, bien sûr. Mais il s'intensifie dans les fameuses zones hors contrôle, c'est-à-dire dans les secteurs où, en gros, jour après jour, c'est pas la police qui fait la loi, c'est les voyous qui s'expliquent entre eux, et puis de temps en temps, il y a une grosse opération de police, Darmanin fait le Cador, il envoie les Robocop, là, etc. Alors il les envoie à 20h pour le journal, il les envoie à 19h30 pour qu'ils soient à la télé à 20h, et puis une semaine après, on les retire, mais à 3h du matin quand même, parce que il faut que les gens continuent de penser qu'ils sont là, qu'ils continuent à faire leur boulot. Donc tout ça est un peu pitoyable, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Un système de ministère de l'Intérieur qui est fondé sur la com et sur rien d'autre. J'aimerais en faire un sujet de plaisanterie, mais regardez ce qui se passe à Marseille. Vous avez une tuerie en une semaine, il y a 5 Maccabées. Quelle est la réaction de la préfète de police ? Et la seule. Alors, 2 pages de publicité rédactionnelle dans le journal local, avec « je vais faire, j'envisage, c'est pas beau de faire des trucs pareils ». Mais on s'en fout, quoi. On la paye pas pour qu'elle fasse des commentaires sur les homicides. On la paye pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'homicide. Alors là, il y a des homicides, alors elle commente. Elle est comme le type qui commente le match de foot en disant « ils étaient en forme cette semaine ». Voilà. Donc, c'est naturellement pitoyable.
Et à l'occasion de telles interviews, on s'aperçoit à quel point la haute fonction publique n'a aucune idée de la manière dont fonctionnent les criminels. Je vous jure, la pauvre préfète, elle dit, mais ces actes montrent que... Alors, les caïds de la banlieue nord, elle dit, ces actes montrent que ces individus n'ont aucune considération pour la vie humaine. Enfin, quelle surprise. Oui, on ne s'y attendait pas du tout. C'est inouï, quoi. On s'attendait que ce soit des disciples de Mère Teresa. Eh bien non, dites donc. Hein, ils n'ont aucune considération pour la vie humaine. Enfin, c'est des sottises, quoi. Voilà. Alors, certes, le nombre d'individus trucidés augmente, mais il augmente surtout dans ces secteurs-là. C'est-à-dire que les règlements de compte entre malfaiteurs, par définition, ça se passe dans les endroits où il y a des malfaiteurs. Mais les zones en question... elles représentent quelques pourcents du territoire français. C'est-à-dire que si on prend tous les quartiers pourraves de toutes les cités des 100 quartiers les plus... ça fait 5% du territoire national. Donc à l'échelle de la statistique générale des 58 millions de Français, eh ben, naturellement, le chiffre il est perdu dans l'épaisseur du trait, ça augmente pas de manière sidérale. Ça augmente aux endroits où ça se passe, mais vous allez... Déborah, si vous avez envie d'aller passer vos vacances dans la Creuse, par exemple, ou en Corrèze, ou dans les Ardennes, vous verrez, c'est très calme. Il n'y a pas de tir à la Kalachnikov, il n'y a pas de voiture qui brûle. Alors, étrangement, vous allez me dire, il n'y a pas non plus beaucoup d'immigrés, mais je ne veux pas faire de rapprochement, je me ferai disputer par Libération et je me ferai boycotter par France Info après ça. Donc, il n'a naturellement aucune espèce de rapport. Il se trouve simplement que c'est comme ça. Comme on dit chez les jeunes, moi je dis ça, je dis rien. Hein. Voilà, donc je l'ai dit. Alors, pourquoi des bagarres à coups de couteau comme ça ? Quels sont les motifs ? Pourquoi ils s'entretuent à coups de couteau ? Alors, c'est des bagarres territoriales entre bandes juvéniles, des affaires de vol tournant mal, mais c'est pas stratégique, c'est du menu fretin. C'est ce qu'ils appellent dans leur argot des embrouilles. T'as regardé ma sœur, ou alors pourquoi c'était la barrette de 5 grammes de hache, pourquoi tu m'as pas remboursé alors que je savais avancer l'argent, etc. Mais essentiellement, quand c'est des bagarres de bandes, c'est pour se faire respecter par la cité voisine. C'est-à-dire que l'ennemi, c'est la bande de la cité dont on voit les HLM à 500 mètres en face de l'autre côté de la rue. Et c'est ça. Comme on l'enseigne, nous, les criminologues, c'est simple. Les malfaiteurs ne s'arrêtent que quand on les arrête. Si on ne les arrête pas, ils continuent, vous comprenez ? Alors, voilà, ils essayent de trouver de nouveaux territoires de prédation. Ce que faisant, ils arrivent au contact avec une autre bande qui est dans la cité. Alors, ils se battent. À coups de trick, et des fois à coups de couteau. Donc, ça fait des blessés et parfois des morts à coups de couteau. Mais ce n'est pas du grand banditisme. Le grand banditisme, il a besoin, pour régner sur les cités où il exerce son pouvoir, il a besoin d'effrayer la concurrence. Un couteau, effectivement, c'est dangereux, on n'aime pas saigner, etc. Mais ça ne terrifie pas. La Kalachnikov, qui est une arme de guerre, dont les rafales s'entendent dans toute la cité, qui tirent des balles comme ça, c'est des armes de guerre. Vous comprenez que les balles de Kalachnikov, vous voyez les camions blindés qui servent à transporter les fonds. Oui. Les armes civiles, c'est-à-dire les fusils de chasse, les pistolets de défense, ça passe pas à travers. Les balles de Kalash, elles transpercent. C'est fait pour exploser, donc. Voilà. Mais c'est surtout une puissance de pénétration énorme. Le calibre le calibre du fusil de l'armée française, c'est 5,56, et là, c'est 7,62, quoi. Ça tire des très grosses bastos, quoi. Et surtout, si vous avez été en Syrie, vous entendez les rafales, ça pète quand même très fort. Ouais. Hein, donc, c'est quelque chose de très important. Alors, l'essentiel de tout ça concerne les zones hors contrôle, et il faut naturellement s'intéresser à ce qui se passe dans les zones en question. Alors, quelles sont les seules statistiques dont on dispose à l'échelle de l'Europe ? Parce que nous, il y a les statistiques du ministère de l'Intérieur, il y a l'INSEE, qui n'est pas plus honnête sur les chiffres, parce que elle peut mouliner que les chiffres que lui donne l'Intérieur, qui sont soigneusement arrangés. Mais généralement, au niveau de l'Union européenne, il y a 1 à 2 homicides pour 100 000 habitants. C'est-à-dire la moyenne pour toute l'Union européenne, c'est 1 à 2 homicides pour 100 000 habitants. Là-dedans, il y a quelques dixièmes de pourcents d'homicides à l'arme blanche. Hein, donc, en gros, sur 100 homicides, il y en a une vingtaine commis à l'arme blanche à l'échelle de l'Union européenne. Et il faut savoir qu'il y a des pays
il faut savoir qu'il y a des pays insulaires, comme par exemple la Grande-Bretagne, où on accède par bateau, donc c'est pas facile d'importer des armes, et les pays où l'accès des armes est beaucoup plus restreint, naturellement ça fait baisser la statistique moyenne. Alors, donc voilà tout ce qu'on peut dire sur les homicides à l'arme blanche. En gros, aujourd'hui, même si le Sénat ou l'Assemblée nationale fait une commission d'enquête sur ces sujets-là, qui sont inquiétants, vous avez vu, puis surtout, à partir du moment où les gens décident qu'il vaut mieux se servir d'une arme blanche, c'est plus simple, il y en a dans tous les tiroirs de cuisine, de toutes les cuisines de France. Donc là, c'est pas la peine d'aller chercher des armes au marché noir, etc. C'est beaucoup plus simple. Alors, j'ai un auditeur qui dit « L'affaire d'Annecy ne cache-t-elle pas un trafic de méthamphétamine ou de cannabis fortement dosé, car le comportement de l'agresseur semble bien correspondre à ces intoxications ». Alors, de ce qu'on nous a dit, il n'était pas sous effet de l'alcool ou de la drogue au moment des faits. Je ne suis pas dans la pièce à ce moment-là, mais en tout cas, ce qu'on a appris, c'est qu'il n'était pas en proie à une intoxication à l'alcool ou à la drogue. Une bouffée délirante est classique dans ces cas-là. Quelle confiance accorder aux prétendues recherches de toxiques ? J'en suis réduit. Je n'ai pas l'analyse du médecin sous les yeux. Donc voilà où nous en sommes. Il y avait d'autres sujets, mais le temps passe vite. Hein, Déborah, Exactement. vous avez eu 1h30 quand ça passe vite. Très rapidement. Voilà. Donc sur la manière dont les médias asservis informent ou édulcorent, les cambriolages, les gros mensonges du ministère de l'Intérieur, et surtout ce qui se passe vraiment aux États-Unis en matière criminelle, qui est donc très important, parce que généralement le bazar aux États-Unis, il débarque chez nous Rapidement. 10 ans après, et voilà comment ça se passe. Donc, je vous répète, en conclusion, que nous faisons donc des fiches cuisine, c'est-à-dire que nous envoyons par PDF, si on a le nom, le prénom et l'adresse courriel, les mails aux auditeurs qui le souhaitent, des fiches cuisine de l'émission Enjeux Sécurité. Et pour recevoir nos fiches cuisine qui prolongent ce qu'on s'est dit, par exemple, là tout à l'heure, pendant l'émission, c'est-à-dire qui complètent, qui donnent des chiffres, qui donnent des précisions, etc., il faut envoyer vos noms, prénoms et adresses courriel à l'adresse suivante, courtoisie@radiocourtoisie.fr, ou appeler au 01 46 51 00 85 et laissez vos coordonnées au standard à mon intention. Eh bien voilà, nous nous reverrons en juillet, et d'ici là, vivez bien et songez aux bonnes questions et intéressantes à nous poser la prochaine fois. Au revoir, chers amis, et à bientôt. Vous venez d'entendre le libre journal des enjeux sécurité, dirigé par Xavier Hofer, assisté de Déborah, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, samedi 17 juin 2023, de 18h à 19h30, et réalisé par Jocelyn.